Dans la nuit du 1er mars 2026, les États-Unis sont intervenus au Venezuela. Sous le nom d'Opération Résolution Absolue, les États-Unis ont attaqué vers 2 heures du matin, heure locale, des cibles militaires dans le nord du Venezuela. Plus de 150 avions ont été déployés, des frappes aériennes ont notamment touché des zones autour de la capitale Caracas. Peu après, la direction vénézuélienne a décrété l'état d'urgence. Durant l'opération, le président Maduro et son épouse ont été capturés par les forces spéciales américaines. Tous deux ont été transférés à New York, où la justice les poursuit désormais, ce qui est notamment lié aux accusations de narcoterrorisme. Un long conflit a ainsi été résolu politiquement et militairement en peu de temps. Nous allons maintenant examiner de près la signification, les raisons et les messages de cette action à la Russie, à la Chine et à d'autres acteurs. Du côté américain, plusieurs unités ont participé à cette attaque. Du côté de l'United States Army, le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales et les forces spéciales Delta Force étaient directement impliqués dans la mission. Ils ont été soutenus par des forces du United States Marine Corps, de l'United States Navy et de l'United States Air Force. En plus des forces armées, la CIA et l'agence antidrogue Drug Enforcement Administration étaient également impliqués, tout comme l'équipe de libération des otages du FBI. Nous voyons donc un déploiement assez important pour pouvoir mener à bien cette mission. Et ce n'était là que les acteurs actifs sur place. En coulisses, de nombreux services de renseignement ont aussi largement contribué à la préparation. Il y avait 2 axes d'attaque principaux des Américains. D'une part depuis les États-Unis, d'où ils ont mené des frappes aériennes avec des avions, et d'autre part avec un navire d'assaut amphibie. Il s'agissait du United States Ship Iwo Jima, d'où partirent des hélicoptères de combat et de transport amenant des forces spéciales au Venezuela. Pour ceux qui ne le savent pas, le United States Ship Iwo Jima est un navire d'assaut amphibie conçu à cet effet. Déployer troupes, véhicules et matériel de la mer à la terre. Elle sert de base flottante avec un grand pont d'envol, principalement utilisé pour les hélicoptères, mais pas pour les avions, à l'exception des appareils à décollage vertical. Ainsi, elle peut soutenir des opérations même là où il n'y a pas de port ou d'infrastructures adaptées, en particulier près des côtes. Son atout face aux autres navires de guerre est sa polyvalence. Elle transporte des soldats, soutient les opérations aériennes et sert de centre de commandement simultanément. On peut aussi y lancer des vedettes rapides, navires de débarquement et véhicules. Elle convient donc aux opérations de débarquement, missions navales et interventions côtières, tout en demandant moins d'équipage qu'un porte-avions classique. Mais contrairement à un porte-avions classique, elle a des inconvénients. Elle ne peut pas déployer de grands avions de combat et sa puissance aérienne est bien inférieure. Mais son rôle n'est pas d'assurer une supériorité aérienne permanente sur de vastes zones. Il est conçu pour soutenir spécifiquement des opérations terrestres. Elle complète donc un porte-avions, mais ne le remplace pas. Mais pour une telle opération, elle était parfaitement suffisante. En tout cas, l'attaque a commencé vers 2 heures du matin avec la destruction d'installations importantes. Ici se trouvait la direction de vol, comme mentionné, avec environ 150 avions venant des États-Unis et le navire Iwo Jima. C'est de là que les forces spéciales ont décollé et que tous les hélicoptères ont été stationnés et préparés. Ils ont ensuite volé plus au sud vers Caracas, situé ici près de la côte. Dans la région autour de la ville, le port naval de La Guaira a été touché, ainsi que la base voisine de l'Académie navale. Dans la ville même, la base aérienne Generalissime Francesco de Miranda a été touchée, ainsi que l'observatoire Cargigal et les mâts de télécommunications près d'El Volcan. Beaucoup plus à l'est, en dehors de la ville, ici de nouveau sur la côte, l'aérodrome de Higuerot a également été touché pour empêcher tout soutien possible. Comme tous les soldats américains ont été amenés en ville par hélicoptère, il était extrêmement important pour les États-Unis d'éviter absolument tout type de combat aérien. C'est pourquoi les aérodromes ont été attaqués d'abord.
D'un autre côté, il était également important de rester dans la zone aussi rapidement, aussi efficacement et surtout aussi brièvement que nécessaire. C'est pourquoi on a attaqué de nuit pour neutraliser des lieux stratégiques comme l'observatoire, point de reconnaissance majeur, et les antennes de communication au sud, pour retarder au maximum l'arrivée des renforts. Dans cette région assez montagneuse, les antennes ont été installées sur l'un des points les plus élevés. C'est pourquoi elles sont utilisées collectivement pour les télécommunications de la région et sont indispensables à la sécurité publique. Il fallait également s'assurer que les systèmes de défense anti-aérienne soient détruits, car ils représentaient la plus grande menace pour les hélicoptères. Le Venezuela a investi pendant plusieurs années des milliards dans un système moderne et complexe. Les systèmes ont été principalement acquis auprès de la Chine et de la Russie, comprenant des radars à longue portée, des missiles de défense aérienne à longue et moyenne portée, des systèmes mobiles à courte portée ainsi que des milliers de lance-roquettes portatifs à épauler, appelés MANPADS. Sur le papier, cela a créé le meilleur bouclier de défense aérienne d'Amérique du Sud. Les Russes évoquaient aussi la protection du continent face aux menaces aériennes occidentales. Le Venezuela a également parlé dans les médias d'une valeur inestimable et de capacités fantastiques. Les attentes étaient donc très élevées, et pourtant les États-Unis ont décidé d'entrer avec des aéronefs, et cela sans subir de pertes. Certaines parties du bouclier anti-aérien ont simplement été contournées, d'autres neutralisées depuis les airs. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas clair combien de ces systèmes étaient réellement opérationnels et si tous les avions ont pu être détectés avant la destruction des installations. Après que les principales menaces ont été neutralisées, les hélicoptères ont entamé l'approche de la zone d'opération principale, à savoir ici le centre de Fuerte-Tuna. Comme on peut très bien le voir sur la carte, les hélicoptères ont commencé leur approche depuis le sud-est, ont contourné la chaîne de montagnes, détruit des cibles importantes, puis se sont dirigés ici vers leur zone d'opération. Sans doute pour éviter les vestiges du bouclier anti-aérien, ce qui apparaît clairement sur la carte topographique. Les défenses anti-aériennes et radars sont généralement en hauteur, mais ici on a traversé la vallée. La zone d'opération couvrait aussi la base militaire Fuerte-Tuna, attaquée et gravement endommagée. Lors de l'approche, le réseau électrique a été endommagé, causant des coupures générales. Comment cela a-t-il profité aux Américains ? Ils ont atterri devant la propriété de Maduro et mené l'opération, planifiée depuis des mois selon des sources internes. Les soldats du 160e. Le régiment s'était auparavant entraîné à l'opération dans une réplique à l'échelle du lieu de résidence de Maduro. Le président des chefs d'état-major interarmés, Dan Kane, a parlé de mois de travail de renseignement comme base pour cette opération. Ils ont été si rapides que Maduro n'a même pas pu se rendre dans la salle de sécurité. Lui et sa femme ont été enlevés et de là ils ont été ramenés à l'United States Ship. Iwo Jima, et de là ils sont partis en bateau vers Cuba, puis de là vers la baie de Guantanamo. Sa femme elle a été enlevée, de là à Jima, puis de là vers Guantanamo. Le fait que les forces armées américaines aient réussi à capturer Maduro lors d'une opération spéciale qui n'a duré que 3 heures et 34 minutes et à le faire sortir du pays sain et sauf, sans subir de pertes de leur côté. Cela dans une forteresse anti-aérienne a suscité une grande consternation en Russie. La réaction des blogueurs militaires russes a été particulièrement virulente, ceux-ci qualifiant l'événement d'humiliant pour le Venezuela et, indirectement, aussi pour les fournisseurs d'armes russes. Dans de nombreux commentaires, il a été souligné qu'il n'y a eu aucune interception, qu'un seul tir a été effectué, que des milliers de missiles anti-aériens portables sont restés pratiquement inefficaces et que les hélicoptères américains ont pu se déplacer au-dessus de Caracas comme sur un stand de tir, puisqu'ils pouvaient attaquer des cibles et finalement se retirer sans être inquiétés. Pour de nombreux observateurs, cela n'était pas seulement suspect d'un point de vue militaire, mais aussi hautement suspect sur le plan politique. Le ton dans les forums russes et les portails spécialisés était que le succès des États-Unis était moins dû à une supériorité technologique qu'à une paralysie totale du système de défense vénézuélien. On évoquait sans cesse le manque de motivation, l'absence de volonté de combattre et la désintégration interne des élites militaires et politiques. Certains commentateurs sont même allés jusqu'à parler de corruption et d'inaction délibérée des structures de commandement.
Il a également été souligné que le Venezuela, malgré la possession de systèmes de défense anti-aérienne modernes russes et chinois, ne disposait d'aucun avion de détection avancé ni d'aucun avion de combat pour exploiter de manière crédible un système de défense intégré. Cependant, il existe des Sukhoi 30 MKV de fabrication russe, mais ils n'étaient pas technologiquement à la hauteur des forces spéciales américaines. On veut donc, autant que possible, montrer que ce ne sont pas les systèmes qui ont échoué, mais les Vénézuéliens, qui les utilisaient toujours mal, trop tard ou pas du tout, selon la version des blogueurs russes. Mais une chose est claire, si les États-Unis avaient la possibilité de mettre au pouvoir un gouvernement loyal envers Washington, alors ils s'assureraient ainsi l'accès à de nombreux systèmes russes qui ont été intégrés à l'arsenal des forces armées vénézuéliennes. On aurait pratiquement accès à des systèmes de défense aérienne que la Russie utilise encore aujourd'hui dans la guerre en Ukraine et qui constituent l'épine dorsale des troupes de défense aérienne russes. De tels systèmes ont également été déployés en Iran, ce qui serait certainement intéressant pour les États-Unis. On constate également une très forte pression à la justification du côté des blogueurs russes. La Russie mène depuis des années une guerre de grande envergure avec d'énormes implications, un engagement massif en hommes, en matériel et en argent, mais elle progresse à peine sur le plan stratégique. Et tout cela a commencé comme une opération spéciale planifiée à la hâte, où l'on voulait renverser le gouvernement, comme au Venezuela, à la différence près que la Russie n'a pas réussi à atteindre ses objectifs politiques ni à prendre des décisions rapides. Elle a finalement mené une guerre d'usure avec de lourdes pertes. Ces observateurs constatent ensuite que les États-Unis ont réussi en quelques heures ce que la Russie n'a pas pu accomplir en années d'efforts. Un objectif politique clair, mis en œuvre avec précision et réalisé rapidement. Dire que tout cela relève uniquement de la corruption et d'une désintégration interne ressemble à une forme d'auto-apaisement, comme si n'importe qui aurait pu le faire avec assez d'argent. C'est là que réside le déni. La corruption à elle seule n'explique pas une attaque parfaitement synchronisée, une coordination efficace, une exfiltration sans accroc et surtout sans aucune perte. On a également demandé à Zelensky ce qu'il en pensait et comment il évaluait la situation. Et il a répondu « Seulement quand ils font ce genre de choses avec des dictateurs, les États-Unis savent ce qu'ils doivent faire ensuite. » Ce qui devient tout aussi visible, c'est ce qui va bien au-delà du Venezuela. Poutine a en fait perdu son rôle de protecteur des dictateurs. Ceux qui pouvaient autrefois compter sur Moscou, que ce soit militairement, politiquement ou au moins comme dernier refuge, ne le peuvent plus aujourd'hui, même plus symboliquement. Même trouver refuge à Moscou n'est plus une option fiable. La Russie n'a pas seulement mobilisé des ressources militaires et perdu sa crédibilité internationale, elle a aussi perdu une monnaie diplomatique essentielle, la fiabilité. Ils ont promis protection, garantie de sécurité et partenariat stratégique au Venezuela, négociant un partenariat stratégique seulement en octobre, comme je l'ai mentionné. Tout cela n'a désormais plus aucune valeur. Cette opération montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'une attaque improvisée, mais d'un exemple de la logique militaire occidentale moderne. La différence entre l'ancienne école de pensée, lourde et rigide, et la méthode précise actuelle est très claire. Alors qu'ailleurs on a voulu éliminer la direction politique par la masse et la rapidité, ici c'est l'inverse. Cela a été fait discrètement, de façon ciblée et très rapide, sur une période très courte. L'essentiel n'était pas le nombre de soldats, mais la combinaison de mois de reconnaissance, planification, commandement et soutien technique. Moins de force, mais placée au bon endroit, au bon moment, avec un objectif clair, c'est là la supériorité de la tactique occidentale. Non pas parce que les armes occidentales sont supérieures, mais car elles s'inscrivent dans une doctrine misant depuis des décennies sur l'intégration, la flexibilité et la liberté de décision à un niveau inférieur. Cela conduit au point suivant. Les systèmes d'armes ne sont jamais neutres. Ils sont conçus selon une certaine pensée et façon de combattre. Les systèmes issus de concepts d'inspiration soviétique, même lorsqu'ils sont modernisés, continuent de porter en eux cette logique. Adopter une pensée militaire différente est très difficile. La technologie s'achète, mais pas la culture, la formation ou la tradition de commandement. Du jour au lendemain, mais la dimension politique cachée reste pertinente. Depuis des années, j'en vois des États autoritaires chercher à affaiblir les sociétés ouvertes de l'intérieur. Ce n'est même pas de l'idéologie, juste de la déstabilisation. Des positions extrêmes sont encouragées, les oppositions sont exacerbées, la confiance dans les institutions est systématiquement sapée. Que cela vienne de la droite, de la gauche ou sous le couvert politique d'une prétendue morale, cela importe peu.
Ce qui est surtout intéressant, c'est que cette stratégie se retourne parfois contre son propre instigateur. Celui qui pense gagner en influence en favorisant le chaos finit par perdre le contrôle sur cette dynamique. Soudain, les acteurs n'agissent plus dans l'intérêt des autres, mais strictement dans leur propre intérêt. Le résultat, c'est une imprévisibilité stratégique et, au final, de la faiblesse au lieu de l'influence. Mais comment cela va-t-il évoluer maintenant ? Les États-Unis souhaitent instaurer un gouvernement de transition au Venezuela pour lutter contre la drogue et poursuivre Maduro. Le Venezuela détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole brut et est proche des États-Unis. Ils peuvent ainsi importer l'or noir par une route courte et en tirer profit économique et stratégique. Un gouvernement pro-américain serait donc très approprié pour cela. Dans le discours de Donald Trump après l'arrestation, il parlait souvent de pétrole, rarement de la libération du peuple vénézuélien ou des Européens. Cela a touché de nombreux pays, principalement le Moyen-Orient et la Russie, car les États-Unis peuvent ainsi économiser et, en théorie, faire baisser les prix, forçant les autres à suivre. Dans des pays dépendant uniquement du pétrole, habitués à un baril entre 80 et 90 $, tous leurs calculs étaient fondés sur ce prix. Je remercie tous les abonnés, les membres Algo Crew et particulièrement Oberslaughter Drennecke, Robert Siller, Dietrich Freddy et Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine vidéo.